BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy. 10h02 sur BFM Business, bienvenue dans les experts de l'IMO, une demi-heure pour parler de nos logements, de notre immobilier. Au sommaire aujourd'hui, comme tous les jours, d'abord une première séquence, le pro de l'IMO, avec tous les jours une histoire, un témoignage concret de vous, les professionnels de ce secteur de l'immobilier et du logement. Si vous avez d'ailleurs une histoire à nous partager, vous n'hésitez pas, je rappelle notre adresse, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, on parlera maison en kit. Vous allez voir, ça peut vous inspirer si vous êtes un peu ric-rac au niveau du crédit immobilier. Ensuite, le débat du jour. Là aussi, vous en avez l'habitude. Les meilleurs experts en plateau pour débattre d'un sujet qui nous tient à cœur, qui vous tient à cœur. Et aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On va parler rénovation énergétique. Comment la financer, cette rénovation, maintenant qu'elle est obligatoire, même s'il y a quelques couacs législatifs, et on en parlera. Mais tout de suite, c'est l'heure du pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Rémi Albizati, gérant de Mikit Besançon. Bonjour Rémi. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui on est en ligne avec vous parce que demain, c'est un grand jour. Vous allez livrer une maison partielle à un jeune couple. Maison partielle, vous allez nous dire pourquoi elle est partielle cette maison. C'est ça, effectivement. Pour reprendre un petit peu l'histoire, c'est un jeune couple, Sarah et Jeanne. Monsieur est chauffeur routier à l'international. Madame est aide-soignante à l'hôpital et ils nous ont rencontrés il y a 1 an à l'agence. Ils sont venus pour un projet de maison. C'est une première acquisition. Ils avaient en tête une idée bien précise des plans et des dimensions de la maison qu'ils souhaitaient. On les a donc accompagnés avec grand plaisir dans leur projet. On a déposé le permis de construire. On les a accompagnés au niveau du financement et on s'est vite retrouvé face à plusieurs refus de banque du fait que le projet qu'ils souhaitaient était bien plus important que leur capacité d'emprunt. Donc forcément, je vous laisse croire que les clients étaient déçus, l'équipe était déçue. Et on a travaillé du coup tous ensemble pour essayer de leur trouver une solution parce que leur rêve premier, c'était de devenir propriétaire. Et du coup, on leur a proposé une maison plus petite que ce qu'ils souhaitaient. 49 mètres carrés, c'est ça ? C'est ça, c'est une maison de 49 mètres carrés. Alors, chez Mikit, on appelle ça en fait une maison évolutive. Ça veut dire que 49 mètres carrés, c'est la surface qu'ils ont au rez-de-chaussée. Mais il y a toute la partie qui est aménageable. Donc, alors dans un futur plus ou moins proche, en fonction de la situation familiale, la situation financière des clients, ils pourront agrandir la maison à moindre frais et on arrive quasiment à doubler la surface de la maison, ce qui est quand même assez important. Et l'autre particularité chez vous, Mikit, c'est que, c'est ce que je disais, la maison est partielle, c'est-à-dire... La maison est partielle, c'est-à-dire que du coup, en plus des combles aménageables, le concept Mikit, c'est quand même le prêt à finir. Donc les clients ont la possibilité de faire une partie des travaux intérieurs sous forme de kit et faire une économie jusqu'à 30%. Alors bien évidemment, ils ne sont pas seuls lors de la réalisation des kits. Il y a effectivement le conducteur de travaux qui les suit jusqu'à la remise des clés, jusqu'à la certification et la perméabilité à l'air. Et donc au final, ils vont devoir faire tout le second œuvre et ça leur a permis aussi de faire des économies. Juste d'un mot, vous nous dites pour combien ce ménage en a eu pour faire construire, au moins partiellement, sa maison ? La maison de base est autour des 112 000 € pour leur projet et de tête, il faut une économie à peu près jusqu'à 30%. Je crois qu'on est autour des 27-30 000 € d'économie sur le prix de cette maison-là. Et donc ça peut permettre de changer la donne auprès du banquier quand vous voulez décrocher votre crédit immobilier quand même. Effectivement, oui, quand on arrive avec un projet forcément moins important, les banques ont plus de facilité à accorder le crédit et après les clients refont par la suite les combles aménageables. Merci Rémi. Rémi Albizati, gérant de Mikit Besançon, c'était notre pro de l'IMO du jour. Si vous aussi vous avez un témoignage, coup de cœur, coup de gueule, je vous rappelle notre adresse, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat, il est 10h07. Les experts de l'IMO, le débat.
Et j'avais promis qu'on parlerait rénovation. Et donc, pour parler rénovation et financement de la rénovation, à mes côtés, Sylvain Lefebvre, président fondateur de Synergiec. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie. Et à mes côtés également, Hugues Sartre, cofondateur d'Omios. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors, avant de démarrer notre débat, puisque le sujet c'était le financement de la rénovation, je voudrais quand même, en petit aparté, vous annoncer quelque chose. On avait une proposition de loi qui était en préparation, qui aurait dû être votée avant la censure, mais du coup la censure a reporté ce vote, qui portait sur quoi? Sur les modalités d'application des interdictions à la location des passoires thermiques. C'était une proposition de loi qui inscrivait noir sur blanc certaines choses dont on se doutait mais qui n'étaient pas claires et qui auraient pu amener à certains litiges. Je rappelle l'essentiel. Oui, l'interdiction à la location DG est entrée en vigueur au 1er janvier, mais ce serait potentiellement que pour les nouveaux baux et pas les baux en cours, ou alors au renouvellement. Et puis, il y avait une idée de dérogation pour les propriétaires de bonne foi, ceux par exemple qui ne pourraient pas faire les travaux si la copropriété s'y oppose, ou alors si les architectes des bâtiments de France s'y opposent, ou alors si le locataire s'y oppose. Et puis, pour protéger le locataire, il était inscrit noir sur blanc que le locataire pouvait, de son côté, aller voir une commission de conciliation, voire même le juge, pour exiger une baisse de son loyer équivalente à la surconsommation de son logement. Cette proposition de loi faisait l'unanimité avant la censure. Hier soir, ce texte a été retiré parce qu'il a été rejeté. On avait 152 députés dans l'hémicycle. Je rappelle qu'au total, ils sont en réalité 577, mais il n'était donc que 152 présents. Donc voilà, un flou artistique. C'est pas pour inquiéter nos auditeurs et téléspectateurs, mais juste pour leur dire qu'en réalité, il va falloir que les pouvoirs publics et nos élus puissent prendre conscience qu'on parle d'enjeux considérable. Voilà, j'ai terminé là-dessus et on en vient au sujet de du financement de la rénovation. Pourquoi c'est important, Sylvain? Je vais commencer avec vous parce qu'en réalité, quand on dit aux propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou propriétaires occupants, financer les travaux, c'est un vrai sujet et c'est parfois ce qui freine le passage à l'acte. Oui, et pour la première fois, alors vous savez que ça fait une certaine quantité d'années que je suis dans le monde du financement et désormais du financement de la rénovation. On rappelle malgré tout quand même que le DPE est obligatoire depuis le 1er janvier, qu'il est opposable. Le diagnostic de performance énergétique. Tout à fait. Merci Marie de le rappeler. Et donc tout ça, ça change totalement la donne par rapport au passé. On est français. Avant, on s'est dit ça arrivera, mais maintenant c'est arrivé. Ça prouve le nombre de députés, ça prouve les gouvernements successifs et ça prouve le flou artistique qu'il y a autour de tout ça. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui voudrait faire attention à l'inflation et se dire attention au loyer. Quand vous voyez un studio aujourd'hui où il y avait encore 40 demandes il y a 2 ans, aujourd'hui il y a 140 demandes pour un studio. Donc une tension de marché colossale. Tout le monde est de bonne foi, tout le monde voudrait soit rénover, enfin avoir un discours clair. Et finalement tout le monde attend en se disant allez, il va encore y avoir une dérogation et on va attendre. Et on est dans un flou totalement artistique. On a des entreprises qui se disent nous on voudrait bien y aller mais on ne va pas remettre à jour nos devis tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ouais. Des copropriétaires qui savent pas comment prendre le sujet réellement pour faire une vraie rénovation d'ampleur dans la copro. Donc on a un flou. La seule très bonne nouvelle là-dedans, c'est la baisse des taux d'intérêt qui va peut-être permettre il commence à y avoir des soubresauts. On est d'accord. Mais en tout cas, ça va dans un sens malgré tout assez plutôt positif. Et le reste, c'est flou. Il va falloir que des décisions soient prises, évidemment, pour dire on y va, on n'y va pas. Et tout le monde, au fond, on est tous français. À un moment donné, quand vous avez que du G, prenez l'autoroute et limitez l'autoroute à 50 à l'heure. Tout le monde va rouler à 100 à l'heure. Tout le monde va dépasser. Là, on sait que ça rentre pas dans le cadre. Les G, on peut pas tous les rénover. Mais pour autant, on veut rien dire. Alors, on va tous, ça va être de l'interdiction dont tout le monde passera outre. Bon, du coup, une fois qu'on a dit que c'était le bazar, on a quand même quelques petits outils à nos dispositions. Hugues, qu'est-ce que je peux prendre pour rénover? Je crois que la première aide dont on parle le plus, c'est MaPrimeRénov'. Exactement, ouais, MaPrimeRénov', qui existe aujourd'hui en 2 versions, on va dire. Une version geste simple et une version parcours accompagné. Rénovation globale, quoi. Exactement. Et sur le cru des subventions 2024, puisque c'est 2025, moche, hein. Ouais, j'ai regardé, c'est pas terrible. Hein. Cette année, la balle est clairement dans le camp des rénovations d'ampleur, des rénovations globales. Le monogeste, il faut le réserver pour une maison construite après les années 2000 et se dire, il me reste juste l'isolation des murs à faire,
ou juste remplacer la chaudière gaz, la chaudière fuel. Ouais, mais alors j'entends bien que le monogeste c'est pas la panacée, mais enfin c'est quand même toujours pas mal. Je rappelle les chiffres parce qu'on les a eu il y a quelques jours, hein, les chiffres bilan 2024, ma prime rénove. Au total de logements rénovés, on est à 340 000, un peu plus de 340 000 sur toute l'année 2024 versus 623 000 en 2023. Et la raison qui explique cette chute énorme, c'est la baisse des rénovations par geste, puisqu'elles avaient été sorties du dispositif en début d'année. On est quand même passé de 570 000 rénovations par geste en 2023 à 250 000, je précise quand même. Elles n'avaient pas été sorties du dispositif, c'est juste que pour faire une rénovation par geste, il fallait obligatoirement faire un DPE, parce que si ce DPE montrait que vous étiez en F et en G, vous ne pouviez pas bénéficier des monogestes. Et il y a eu un rétro-pédalage en mars 2024 qui fait que tout le monde pouvait continuer de bénéficier d'un monogeste sans aucune condition. Mais c'est quand même important le monogeste. Je me retourne vers vous tous les deux d'ailleurs, parce que moi je me souviens d'un acteur du secteur qui m'avait dit une fois, parce que moi-même j'étais, attendez, le monogeste, si on fait pas l'isolation et le changement de chauffage, c'est pas super. Et il m'avait dit, mais en même temps c'est comme un régime quand vous voulez perdre du poids. Évidemment, c'est toujours bien de changer son alimentation et de faire du sport, mais si vous faites au moins l'un des deux, c'est déjà pas mal, non ? Alors c'est pas mal, mais on est aussi dans un monde où le français, si on prend l'investisseur ou le propriétaire pour sa résidence principale, on est une France de propriétaires, on veut transmettre du patrimoine. Il faut quand même rappeler les fondamentaux du sujet, c'est de se dire un Français qui a acheté un locatif il y a plus de 15 ans, donc qui est susceptible d'être rénové, ou 20 ans, ou peu importe, il veut quoi ? Il veut, le jour de sa retraite, avoir un revenu complémentaire, et il veut aussi transmettre son patrimoine, ou il veut vivre décemment dans son patrimoine avec un coût de l'énergie qui augmente. Donc, il va rénover, il a du bon sens, il va rénover, mais c'est pas une grosse foncière qui a des allocations de ressources suffisantes pour le programmer. Là, la loi fait que l'interdiction des G le pousse peut-être un peu plus vite. Bien sûr que c'est trop vite, bien sûr que ça rentre pas dans un entonnoir trop fermé, mais qu'on fasse petit à petit avec du geste par geste. Oui, Marie, c'est bien mieux que de ne rien faire, et ça permet d'avancer. Mais aujourd'hui, on rappelle quand même les aides qui sont là, même quand vous prenez un foyer intermédiaire, il faut le dire aux auditeurs aujourd'hui et aux spectateurs, vous avez quand même sur une réno d'un appart de 40 000 euros, dans les chiffres que j'ai, vous avez 16 000 euros d'aide. D'aide, ouais. C'est quand même quelque chose qui est pas mal pour valoriser son propre patrimoine, pour faire en sorte de transmettre ou de garder pour soi un bien qui sera bankable et vendable sur le marché, parce que la valeur verte, ça veut dire quelque chose. Oui. Donc il faut évidemment inciter tout le monde à rénover. C'est notre métier. On va en parler de la valeur verte, mais d'abord effectivement sur le financement. Effectivement, vous m'aviez pris un exemple pour un appartement passé de la classe F à D. Alors vous aviez estimé le montant des travaux à 25 000 euros. Si j'ai ma prime rénov copropriété plus des certificats d'économie d'énergie, j'arrive à 5 000 euros de reste à charge. C'est à peu près ça l'idée. Exact. Et ça, on n'est pas sur le ménage le plus modeste. Non, on est sur des revenus en province à 500, je les ai notés, pardon Marie, 54 000 et 71 000 en Ile-de-France. Donc c'est l'avant-dernier. Ouais. Donc c'est pas du revenu modeste, c'est du revenu intermédiaire et qui va bien. Hugues, quand 5 000 euros, on peut les mettre, ce reste à charge, on peut le mettre dans un éco-prêt à taux zéro, qui est aujourd'hui super bien distribué par les banques. Et ça, il faut le saluer. Avant, c'était une complexité. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment bien distribué par les banques. C'est vraiment à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro ? Alors, pour celui qui emprunte, oui. Après, les banques, c'est pas des philanthropes. Vous imaginez bien qu'ils récupèrent ça par ailleurs. Pour autant, les 25 000 euros de travaux ou les 5 000 euros de reste à charge, vous pouvez les mettre dans un éco-prêt à taux zéro. Donc un particulier, aujourd'hui, il peut très bien aller voir son banquier, lui dire j'ai 25 000 euros de travaux qui rentrent dans les conditions de l'éco-PTZ, obtenir un emprunt pour 25 000 euros, et in fine, ce qu'il a à charge, c'est ces 5 000 euros qu'il va payer avec cet emprunt. Quelque part, il a peut-être dégagé de la capacité d'investissement. Ouais. Et si je puis me permettre, ma chère Marie, si on prend l'exemple en plus d'une copropriété, j'en ai une sur une copro qui a été financée par notre société, 80 lots. 2 millions d'euros de travaux, réno d'ampleur, réno global, d'accord. Il y avait donc 80 copropriétaires. Là-dedans, il y en a les 3/4 en propriétaires occupants. C'est important de le rappeler, mais il y a aussi des investisseurs et des locataires. Finalement, il y a donc 1,8 million de travaux, pour être précis, 1,850 000. Ce 1,850 000, quand on l'atomise lot par lot, avec l'ensemble des aides aujourd'hui, des C2E aussi accompagnés, de l'ANA, des primes, du tiers financement, il va rester à chacun, sur un lot moyen évidemment, parce que la taille des lots n'est pas la même, il reste globalement 106 euros par mois. 106 euros par mois. Pendant combien de temps ? Pendant 20 ans, mais pour... oui, que 20 ans, que pendant 20 ans. Mais pour avoir un bien
qui retrouve une fongibilité dans le marché, on peut le vendre, il redevient visible sur le marché. L'économie, parce que n'oubliez pas, l'économie Marie, d'énergie, ouais. l'économie d'énergie finalement. Donc ça va être un réel coût de 50 € peut-être par mois si on enlève le coût de l'énergie. Ouais. Et encore, peut-être que ce sera même zéro en fonction de l'évolution du coût de l'énergie. Pour avoir un bien qui redevient effectivement visible sur le marché, louable ou occupant. Et puis on est aussi dans la décence énergétique. C'est quand même bien d'être dans un enjeu, bien bien sûr. Non, mais évidemment. qui a du sens aussi, qu'on soit dans le très chaud, dans le très froid, dans les deux sens. Donc le coût, faut rassurer, même dans un monde politique compliqué, il faut savoir rassurer. Et on est là pour ça, mais pas pour dire que tout va bien, mais aussi pour dire que il faut quand même y aller. Et on voit, nous, la pression, on voit la montée des copropriétaires, des syndics de copro qui viennent vers nous de plus en plus et qui deviennent positifs à l'idée de vouloir rénover. Oui, parce qu'ils y voient un intérêt. Avant de rentrer dans ce sujet de pourquoi vous devez faire la réno, quand même une question, Hugues, on n'arrête pas de parler des aides et de ce reste à charge qui finalement devient peanuts cacahuètes. Je les perçois, les aides, en ce moment? Ça se passe bien? Parce qu'il me semblait que ma prime rénov, je pouvais toujours appeler, mais il n'y avait personne au bout du fil. Alors, là, on va rentrer dans un maquis, vraiment, c'est un métier de s'y retrouver là-dedans. Et ce qu'on peut retenir, c'est tout ce qui a été déposé en 2024, toutes les demandes qui ont été faites en 2024 continuent d'être instruites et continuent d'être financées. Ce qui a été annoncé pour 2025, c'est de se dire on va arrêter d'instruire les dossiers tant qu'on n'a pas un budget qui soit validé. Okay. D'où l'intérêt de cette commission mixte paritaire aujourd'hui, par exemple. Ça nous va très bien qu'il se précipite. Ouais. En revanche, sur ce qui se passe concrètement sur le terrain, si aujourd'hui, vous avez un projet qui est engagé, ma recommandation, c'est de déposer votre dossier le plus rapidement possible. Pourquoi ? Il n'existe pas de scénario dans lequel l'État ne verserait pas les subventions qui sont engagées à le faire. Si ce scénario arrivait, ça serait que l'État serait en banqueroute, personne n'y croit autour de la table. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, là aujourd'hui, mes travaux ne peuvent pas commencer, mais je peux quand même déposer ma demande, quoi, en gros. Exactement. Et quand l'ANA va commencer à reprendre les instructions de dossier, ils vont le reprendre sur une méthode premier arrivé, premier servi. Donc plus vite vous déposez votre dossier, plus vite ce sera instruit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous déposez le dossier, vous avez un accusé de réception du dépôt du dossier. Et sur la base de cet accusé de réception, vous pouvez commencer les travaux. Ah oui ? Vous prenez un risque parce que vous ne savez pas exactement le montant de subvention qui va vous être octroyé. Mais si vous êtes dans une situation d'urgence de devoir rentrer dans cette maison... mais c'est l'artisan qui est censé démarrer. Si lui, il n'a pas perçu l'aide quelque part, il commencera quand même ? Alors, in fine, ça provoque des problèmes de trésorerie chez les artisans. Parce que le particulier vous dit, s'il vous plaît, intervenez chez moi, il n'y a plus de chauffage, il faut vraiment qu'on intervienne, ou je dois absolument rentrer dans les lieux dans 2 mois, il faut le faire maintenant. Donc on finit par intervenir. Pour autant, la personne nous dira au moment du règlement, désolé, j'ai toujours pas perçu les subventions, donc vous comprenez. Donc c'est compliqué concrètement là pour l'instant, à part déposer les dossiers, prier pour être le premier sur la liste, globalement. Alors, on est plusieurs entreprises ensembliers de la rénovation énergétique. On en parlait hier entre collègues. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est l'arrêt de la planification des chantiers. On va devoir geler les démarrages de chantiers, parce que ça devient trop risqué. J'ai 10 exemples en tête de clients chez qui les dossiers sont terminés, sont déposés, ils n'ont toujours pas reçu les subventions, ils sont de bonne foi. Je leur dis, mais attendez, moi le dossier de subvention, c'est pas moi qui l'ai géré pour vous. Moi je suis un simple artisan, j'ai réalisé des travaux, donc je vous ai mis une facture, il faut la payer maintenant monsieur. Et la personne nous répond, écoutez, je vous souhaite une bonne année, dès que j'aurai perçu les aides, vous recevrez votre paiement. C'est un sujet quand même, Sylvain, ça, parce que pour le coup, si je dois en plus avancer ce que m'a promis l'État avec ma prime rénov', c'est compliqué, quoi. Alors c'est compliqué, on a 2 sujets un peu transversaux. Nous, on est plus sur le financement des copropriétés. Là, on est plus sur du travail de maisons individuelles. Oui, mais est-ce que ça se passe aussi comme ça pour les copros? Puisqu'il y a ma prime rénov' copro, il me semble. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça se passe de la même façon, mais on voit de plus en plus des fonds d'investissement qui ont besoin de verdir leurs encours, qui viennent nous voir et qui nous disent... Ils sont en backup, en fait. Voilà, tout à fait. Et nous disent, OK, c'est quoi l'avance de subvention? De combien vous auriez besoin? Les fonds d'investissement ont 2 types de besoins. Placer leur liquidité court terme et prendre éventuellement des parts dans des investissements de long terme. Là, on est sur de la trésorerie de court terme à rémunérer et ils se disent, OK, mais pour autant, il faut avoir une notification, il faut avancer, mais... On a cette tendance quand même de se dire on va quand même pouvoir trouver des liquidités, mais il faut le terme ensemblier, ce que disait Hugues tout à l'heure, résume parfaitement bien la situation. Il faut qu'ensemble, on ne peut pas avoir un artisan d'un côté sans la finance de l'autre.
qui se disent, OK, vous me garantissez qu'on va pouvoir avancer ensemble et que moi, mes travaux, je vais pouvoir les lancer, je vais surtout pouvoir être payé. J'ai des structures à faire vivre, à faire payer. Et quand vous êtes sur un immeuble et que vous engagez des travaux de plusieurs millions d'euros, l'enjeu est encore, alors je ne dis pas qu'il est moins fort parce qu'il se multiplie sur le nombre de maisons individuelles, mais c'est colossal. Et c'est vrai que c'est intolérable d'être pris en otage. Dans les deux cas, de toute façon, je vous rejoins Marie, je vous rejoins tous, c'est totalement intolérable cette prise en otage de la Trésor qui fait qu'au final, on nous dit le G, donc avec le vote d'hier soir est rejeté, mais on ne vous donne pas les solutions de l'autre côté. Non, mais justement, alors les logements G sont toujours interdits, mais justement, c'est le cadre qui n'a pas été déterminé, c'est-à-dire qu'on a toujours la loi climat et résilience. Maintenant, du coup, ça m'amène à une question, Sylvain, sur les copropriétés. Il y a une des députées, je crois, qui s'est abstenue, il me semble, c'est une députée écologiste, qui prétextait que, en fait, le problème, selon elle, de ce texte, c'était que finalement, en exonérant les propriétaires bailleurs sous prétexte qu'il y aurait une opposition du vote en copro, c'était quelque part inciter les copros à ne pas voter les travaux. Ma question c'est, est-ce que véritablement vous pensez que c'est un sujet ou qu'en réalité il y a une vraie prise de conscience, ce qui nous amènera sur ce sujet de la valeur verte? Ok, je vais prendre l'exemple début 2024. On intervenait en Assemblée Générale avec l'AMO technique, le maître d'œuvre ou contractant général pour expliquer les 2 millions d'euros de travaux. Je reprends AMO, assistant maître d'ouvrage. Voilà, tout à fait, pardon. Merci encore. Je vous en prie, c'est mon lexique. Et donc, il était là, on était à ses côtés pour expliquer, voilà, le maître d'œuvre vous expliquer les 2 millions d'euros de travaux, nous on explique comment on va vous financer ces 2 millions d'euros de travaux. Globalement, ça intéressait un peu de monde, mais on avait du mal à avoir la majorité. Aujourd'hui, à 80-90%, quand on arrive en Assemblée Générale et qu'on explique, on a la validation. Donc l'argument ne tient pas. Du député écologiste, de la députée écologiste, pardon, ne tient pas parce qu'aujourd'hui tout le monde est motivé, tout le monde veut y aller. On n'est plus dans le contexte d'hier, c'est devenu obligatoire, les Français l'ont bien compris, la loi climat-résilience est bien là, et on est engagé dans le mouvement. Alors avec des hauts, des bas, des tendances américaines qui nous vont pas bien, etc. Mais il y a un mouvement de fond qui est parti, quoi qu'il arrive. Et il y a ce sujet, Hugues, de la valorisation du patrimoine, c'est-à-dire que faire les travaux, c'est pas uniquement baisser ma conso au quotidien, c'est aussi valoriser mon patrimoine. C'est valoriser le patrimoine. Je reviens un tout petit instant sur ce délai d'instruction et sur le fait que vous disiez qu'il y a des sociétés qui émergent pour venir financer, avancer, on va dire, les subventions, financer cette instruction. À ma connaissance, dans ma carrière, c'est la première fois qu'on est capable de mettre un prix sur la lenteur. Parce qu'en réalité, ces sociétés qui émergent et qui viennent prendre 10 à 12% du montant des subventions, ça permet de mettre un prix réel sur le fait que l'ANA, en prenant trop de temps, provoque ce surcoût de 10 à 12% sur les travaux. Parce que qui est-ce qui le paye? À la fin, c'est le particulier. Moi, s'il y a un organisme de crédit qui doit m'avancer 50 000 euros à 10%, ces 10%-là, ils sont directement répercutés sur le devis. Donc, c'est le particulier qui le paye. Et donc, en fait, cette lenteur-là, conjuguée, si j'ajoute par exemple mon accompagnateur Rénov', la nouveauté 2024, le MAR, on parle de 10 à 15% d'augmentation du coût des travaux de rénovation énergétique par de la lenteur et de l'administratif. Important ce coup de gueule, Hugues, mais il nous reste 2 minutes, donc je veux absolument qu'on parle rapidement de la valeur verte et de l'intérêt de faire les travaux aussi pour valoriser son patrimoine. Alors, la valeur verte, l'étude notariale qui est sortie cette année est assez frappante. La valeur verte, c'est un truc qui est examiné depuis des décennies par les notaires, qui avait du mal à prendre de l'envergure parce que le DPE était moins fiable, moins opposable. Depuis juillet 2021, et depuis qu'on a ces stats depuis juillet 2021, cette année, les choses sont vraiment très fortes. Par exemple, en Alsace, dans le Grand Est, vous avez 48% d'écart entre un bien en F ou en G ou en A ou en B. Wow. Ça veut dire, si on fait un petit calcul, je prends une maison que je vends sans travaux à 250 000 euros. C'est une maison en G, je la vends à 250 000 euros. Si je la mène en A ou en B, je peux la vendre fois 1,48, donc 370 000 euros. Pour faire ça, je dois faire 55 000, 60 000 euros de travaux. Si je fais le gain de l'opération, finalement, j'ai gagné 65 000 euros, sans compter que sur mes travaux, je peux avoir des subventions. Exactement, oui, c'est que là, on parle du principe je peux gagner entre 60 ou 80 000 euros de plus-value sur ma vente. C'est une démonstration importante, ça. Mais surtout, enfin, tous les acheteurs d'une maison,
quand vous allez sur un site de recherche sur Internet, qui coche la case G? Personne. Mais non, mais ça peut être l'occasion de faire une belle opération. Pourquoi les gens ne vendent pas leur maison en G? Tout simplement parce que personne ne coche la case. Évidemment. Personne ne cherche à avoir. Et ça sera de pire en pire à mesure que les interdictions... Qui veut une maison chauffée au fioul? Personne. Vous mettez une pompe à chaleur, forcément, vous allez revenir dans le marché. Sylvain, un mot sur cette valeur verte. Oui, parce que l'image, je rejoins Hugues, le fait de dire, parce qu'il y a des superbes opportunités en G à aller chercher aujourd'hui, évidemment. Le problème d'aller les chercher, c'est que à travers les messages qu'on véhicule, c'est lent, c'est compliqué, l'ANA ne suit pas, tout le monde se dit non, je vais peut-être pas y aller non plus, et donc je préfère aller chercher, mais je comprends, mais comme on préfère une maison avec un beau messaging, on vend mieux une maison bien décorée, on vend mieux une voiture propre, on vend mieux... J'ai un très bon exemple en la matière. Monsieur Darbon, on est au nord-est de Lyon. Monsieur Darbon achète une maison avec son DPE et le lien Matterport. Il nous demande de réaliser un devis. On envoie un technicien sur place, on réalise un devis. Il y en a pour 63 000 € de travaux. Une fois qu'il a eu son devis et qu'on lui a fait un DPE projeté en disant si tu fais tous ces travaux, vous passez de G à B. Eh bien, il allait voir le propriétaire a baissé le prix de vente de 50 000 € en disant je prends finalement ma quote-part des travaux. Ensuite, il allait voir son courtier, qui lui allait voir le banquier en disant attendez, en fait, on n'achète pas une maison en G, on achète une maison en B. Et le courtier a réduit de 0,3 points les taux d'intérêt sur son achat. Bien sûr. Donc, le reste à charge de ce particulier, il me semble que c'est 11 ou 12 000 €. Vu le montant de son achat, les 0,3 points gagnés viennent de payer le reste à charge des travaux. Et n'oublions pas une chose, un dernier point sur je me dépêche, sur le côté financier. Effectivement, une banque aujourd'hui, quand vous voyez un client qui veut acheter en F ou G, il va falloir justifier les travaux. Exactement, il est moins bien finançable. Merci messieurs. Je vous interromps, je sais que c'est passionnant. Merci beaucoup messieurs. Sylvain Lefebvre pour Synergiec et Hugues Sartre pour Romios. Merci de nous avoir suivis. On reparlera rénovation dans les experts de l'IMO. Mais d'ici là, vous retrouvez Lorraine Goumeau et Tout pour investir. Il est 10h28 sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.